Je crois que ce qui a rendu possible, c'est d'abord parce que j'avais écrit les années. Donc j'ai été allée au bout d'un livre qui était très important et en germe depuis très longtemps, puisque c'était d'abord en 1985 que j'ai eu la première ébauche, mais c'était qu'une page ou deux de ce qui deviendra les années. Donc je voulais d'abord aller au bout de ce texte. Et puis, après les années, donc en 2008, lorsque je suis venue ici, dans l'été qui a suivi, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'écrive ce texte parce qu'il y avait comme un trou dans ma vie. Alors, je ne parle même pas dans l'écriture, là, d'abord un trou dans ma vie, mais pour moi, la vie et l'écriture, ça s'échange sans cesse depuis très longtemps, en fait. Et donc, je me promettais de l'écrire. Ce n'est pas une question de mémoire. Là, je viens d'en avoir la preuve que j'avais une très grande mémoire, c'est que je me rappelle presque toutes les filles de la photo du lycée Jeanne d'Arc dont je parle dans Mémoire de fille. Et donc, c'est pas ça, c'est pas une question de mémoire, mais c'est comment écrire. Comment écrire quelque chose qui s'est passé il y a plus de 50 ans. Quand on vit les choses, c'est seulement après qu'on se dit « Ah, quelle histoire hein !» Mais quand on vit les choses, et c'est ça que je voulais retrouver, c'était le sentiment du réel au moment où j'avais vécu les choses. Et non pas rétrospectivement, c'était pas un récit en arrière, c'était vraiment une immersion, on se plongeait, comme on se plonge dans une baignoire, comment on s'immerge, comment on essaye de refaire la route, en quelque sorte. Et refaire la route, c'est se placer à ce moment où, voilà, je suis la fille de 18 ans, qui, eh bien, donc les deux premières phrases qui me sont venues, elle n'est jamais sortie de son trou, hein, et tout en elle est orgueil, et également, elle veut vivre une histoire d'amour. Enfin, c'est les trois, j'allais dire, c'est les trois, la déclinaison de ça. Mais il fallait ensuite, il faut écrire, quoi. Voilà, donc c'était... Et alors là, je dis que l'écriture des années m'a aussi porté vers la dissociation entre le elle et le je. J'évoque qu'en 2003, j'ai rassemblé, j'ai écrit plein de choses sur ce 58, mais c'était à la première personne, c'était je seulement. Et donc, ensuite, il y a eu donc l'écriture des années. Donc, après, je pense que déjà, il y avait cette habitude, oui, cette habitude d'écrire à la troisième personne, puisque dans les années, toutes les photos, ce sont des photos personnelles, mais toutes les photos sont décrites à la troisième personne, elle. Donc je crois qu'au bout d'un certain temps, d'ailleurs, les hésitations ont duré pas mal de temps, j'ai choisi d'écrire, enfin j'ai réfléchi pourquoi il fallait que j'écrive avec elle. Et tout simplement parce que entre la fille de 58 et la femme de 2000, à l'époque 2012, 2013, bien tout ce qui les sépare, c'est immense, voilà. Donc et je ne crois pas à l'identité de la personne. On subit toutes sortes d'influences, on fait corps avec son époque, avec les gens de son époque. À chaque moment, on vit avec les autres, avec ceux qui sont plus vieux que vous, ceux qui sont plus jeunes, et tout cela et tout ce que l'on entend. Donc à tout moment, on est traversé par le monde. Donc on ne peut pas être même intimement, profondément, en 58 et en 2013. Ça a un effet libérateur.
ça a un effet de pouvoir de distanciation extrême, c'est-à-dire de se dédoubler et d'observer avec, comme je le dis, le plus cruellement possible, éventuellement. C'est-à-dire sans complaisance, sans aucune complaisance du tout, de pouvoir, et cela de façon presque naturelle, sans se dire oh là là, ici est-ce que je suis pas trop complaisante, ou est-ce que, et puis même de couper le sentiment qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a été. Ces sentiments de honte ou le sentiment de regret, ou enfin voilà, tout cela, et notamment le sentiment de honte. Bien sûr, en écrivant, il faut de ne pas pouvoir dire les choses sans avoir l'impression qu'on va s'exposer, qu'on va dire des... Voilà, c'est ça. Et puis l'autre enjeu de cette dissociation, et vous en avez dit quelques mots, c'est bien sûr de faire revivre une mémoire au présent, mais un présent sans avenir, parce qu'au moment où la fille vit ce qu'elle vit, elle ne sait pas ce qui vient après. Non. Et c'est ça, c'est que très souvent quand on écrit, notamment dans les écrits autobiographiques, parce qu'il y a, voilà, c'est de longues traditions de l'autobiographie, depuis Rousseau au moins, et donc c'est de faire un récit où on sait la suite en général, et donc on sait la suite, donc cette suite elle contamine la saisie du présent d'autrefois, et là c'était vraiment bon, c'était un effort, je dirais, c'est presque une démarche, presque un effort spirituel, au sens où on fait un exercice spirituel, où de passer dans ce temps-là et d'être dans ce corps-là, parce que c'est une question de corps aussi, hein, c'est une question de corps, d'être dans ce corps-là, ce corps qui n'a jamais connu d'homme, ce corps qui va être, voilà, qui va être pour la première fois en contact avec l'autre, dans ce qu'il y a de plus intime, de ce qu'il y a. Et donc le bouleversement est vraiment de franchir l'espace et d'être dans cette année 58. Alors là, c'est pas tellement d'être dans l'année, parce que l'année, le livre, c'est pas les années justement, hein, c'est pas du tout, mais c'est d'être dans ce moment-là et dans ce corps-là. Est-ce qu'on pourrait revenir au tout début de l'été 58 qui est la fille de 58 à l'aube de cet été qui est-elle quand elle arrive dans cette colonie, et qu'est-ce qu'elle attend de cet été? Je l'ai effectivement un peu déterminée. Elle attend une histoire d'amour, ça c'est certain. Et de l'autre, elle a peur aussi, parce qu'elle elle est très, tout de même un petit peu gênée aux entournures, parce qu'elle n'a pas fait de stage de monitrice, et donc en plus elle connaît rien aux enfants, donc elle est parachutée en quelque sorte tout de même dans un métier, enfin pas dans un métier, mais dans une fonction dont elle ignore tout. Donc il y a une légère peur, mais en même temps c'est une fille qui a une certaine confiance en elle, oui, ça on peut le dire. Donc elle a l'orgueil, bon alors je l'explique, bon c'est même pas la peine peut-être maintenant d'expliquer pourquoi, c'est bon, je suis une transfuge de classe et la première à faire des études, donc ça donne une force, ça donne à la fois une crainte. Alors j'évoque effectivement toutes ces ignorances sociales, tout ce qu'elle ignore, c'est même pas téléphoné. Alors, lorsqu'elle arrive donc, à la colonie de l'Est, tout est nouveau pour Annie Duchesne, et elle vit très vite dans l'ivresse de la découverte de la vie de groupe et d'un monde dont elle ne connaît en fait pas du tout les règles. Et puis très vite, cette découverte, elle va devenir brutale lorsqu'elle se retrouve soudainement et pour la première fois nue avec un homme, cet homme étant le moniteur-chef de la colonie. Et vous écrivez alors, ce n'est pas à lui qu'elle se soumet, c'est à une loi indiscutable, universelle, celle d'une sauvagerie masculine, qu'un jour ou l'autre, il lui aurait bien fallu subir. Que provoque-t-elle alors en elle, cette sauvagerie et cette brutalité de l'événement? Justement, rien, c'est-à-dire il n'y a pas de pensée, justement. C'est ça, c'est d'essayer d'exprimer ce que dans certaines situations, il y a un sentiment si fort du présent qu'on est en train de vivre, mais dans l'incapacité de s'en échapper.
c'est ça, d'une impossibilité de s'en échapper, comme si ça devait arriver, comme si c'était, et qu'il y a que tout jugement soit suspendu, que toutes les pensées fuient dans ce qui est en train de se passer. Parce que quand on a imaginé les choses, quand on a pu les imaginer, et qu'elles arrivent, c'est très différent. Mais tout ce qui lui arrive depuis le moment où ce garçon l'a prise dans ses bras et l'a embrassée, elle est emportée. Elle est emportée. C'est cette loi-là qui, effectivement, alors cette loi-là qui va se révéler brutale, absolument brutale, mais en même temps, le sentiment... Alors, vous me direz, mais comment c'est possible? C'est vraiment au bout de... comment est-ce possible de se remettre dans la peau? Mais c'est qu'il y a justement de cela, c'est cette fascination, cette stupeur de ce qui arrive, qui est restée absolument, et notamment, bon, évidemment, la brutalité de l'acte sexuel, qui n'est pas consommé, comme on dit, voilà. Là, ce ne sont pas des mots, hein, ce ne sont pas des mots qu'on emploie. D'abord, il n'y a pas de mots. Voilà, c'est ça. C'est d'essayer d'écrire une scène où il n'y a pas eu de mots sauf que des mots à lui, qui sont d'une brutalité extrême, mais il n'y a pas de mots. Et son expérience sexuelle violente s'est transformée en amour fou. Oui. Alors, oui, absolument. Dans quelle mesure est-ce que c'est cet amour fou qui va lui permettre de continuer à vivre tout cet été-là et à apprécier cet été en faisant fi des moqueries des autres? C'est la force de l'imaginaire. Pour moi qui n'ai pas d'imagination quand j'écris, j'en ai énormément dans la vie. Voilà, donc l'imaginaire, ça existe et ça vous tient au-dessus des choses. Si on n'avait pas d'imaginaire, on serait certainement très malheureux. Et c'est ça, justement, cet imaginaire et ce désir... ce désir qui va tenir très longtemps, puisque même devenue lycéenne, c'est l'espoir de le rencontrer dans les rues de Rouen, par exemple. Donc voilà. Mais c'est ça qui la tient au-dessus et qui fait que elle n'est pas atteinte par les quolibets, mais qu'elle entend tout de même. La preuve, c'est que je me souviens de tout. Voilà. Mais ça glisse sur elle. Voilà, c'est sa force. Mais cette force sera entamée de plus en plus, et notamment en arrivant au lycée, bien sûr. Oui, parce que, bien entendu, ce qu'Annie Duchesne a vécu durant l'été 58 est loin d'être anodin, et ça va se répercuter dans son corps pendant les 2 années suivantes, où elle va vivre une période de glaciation. Glaciation, c'est vraiment le terme, vous avez raison de le souligner, je l'emploie, et c'est ça, c'est-à-dire de vivre apparemment comme les autres, hein, bien entendu, mais en même temps d'être toujours voilà, se sentir étrangère. On peut dire aussi qu'elle a encore incorporé littéralement cet événement de l'été 58. Oui, on peut dire dans son corps. On peut dire des choses comme ça, oui, alors on ne va pas tourner autour du pot. Effectivement, les règles s'arrêtent, ça s'appelle de l'aménorrhée, hein, voilà. Mais c'est une chose alors là, la honte, c'est une sorte de honte différée, effectivement, la honte de ça. Et la boulimie, qui fait que voilà, c'est manger, et c'est le corps parle, mais le corps parle, mais non seulement elle ne sait pas ce qu'il lui dit, hein, elle constate, elle en est extrêmement douce, mais autour d'elle, personne non plus. Enfin, autour d'elle, de ceux à qui elle aurait pu le dire, mais il n'y a que sa mère. Il n'y a que la mère qui le sait. Et la mère, pour elle, c'est un sujet de honte. C'est important, et vous le précisez, ça n'est pas une honte sociale, mais c'est une honte de fille. Voilà, c'est la honte de la fierté d'avoir été un objet de désir, d'avoir considéré comme une conquête de la liberté sa vie à la colonie,
honte de Annie, qu'est-ce que ton corps dit, de On n'a pas gardé les cochons ensemble, de la scène du tableau d'affichage, honte des rires et du mépris des autres. C'est une honte de fille. Alors, est-ce qu'à travers ce livre, Mémoire de fille, est-ce qu'en ressuscitant la fille de 58, vous souhaitiez toucher du doigt quelque chose du féminin, des filles, peut-être de la condition féminine, et est-ce que finalement cette honte de fille très intime, elle ne confère pas aussi à l'universel? Ah mais, on voit bien dans le titre, hein, c'est Mémoire de fille, c'est pas mémoire, d'une fille, hein, c'est Mémoire de fille, c'est-à-dire effectivement c'est absolument quelque chose que tout simplement parce que j'ai la certitude que ça n'aurait pas eu les mêmes formes pour un garçon. À cette époque, les filles recevaient l'injonction de se garder pour leur mari, donc de ne pas coucher avant le mariage, etc. Il y avait toute une série non dites ou dites, c'était l'un ou l'autre, mais en même temps, de l'autre côté, les garçons recevaient l'injonction inverse, hein, non dite, mais largement partagée, qui était qu'il devait être homme le plus tôt possible. Voilà. Donc ça voulait dire tout simplement, avec tous les termes qu'il y avait, se déniaiser, voilà, donc c'est cette injonction inverse, voilà, des filles. Donc je crois que l'injonction demeure pour les garçons, mais pour les filles, elle a disparu. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, au cours de l'année 59, donc durant la période de glaciation, il va y avoir une lecture fondatrice pour Annie Duchesne dans la prise de conscience et l'appréhension de la honte. Il s'agit du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors, que va-t-elle provoquer chez elle cette lecture et représenter pour elle? Oh, c'est une véritable, je veux dire, c'est un peu comme un rideau qui se déchire, ou bien c'est une révélation qui s'est produite à la fin de la classe de philo, c'était au mois d'avril, je me souviens très très bien, et d'un seul coup, c'est comme si je recevais noir sur blanc, en quelque sorte, une sorte d'explication. Une explication de ce que j'avais vécu à la colonie en tant que, oui, la vie, cette espèce de suprématie virile, donc sur mon corps, et également donc l'attitude des garçons. Mais ce livre me donnait le désir et en quelque sorte même le devoir de fuir toutes ces situations de suggestion des garçons. Donc c'était assez contradictoire. C'était à la fois c'était être libre, voilà, atteindre cette transcendance que Simone de Beauvoir attribue essentiellement aux hommes, alors que dans l'état des faits, hein, dans l'état des choses, et l'immanence aux femmes, donc de refuser cette immanence et de me construire, en être libre, voilà. Mais il y avait aussi dans le monde dans lequel j'étais, c'était apparemment très très difficile. Il n'avait pas changé du jour au lendemain, le monde. Donc les garçons se montraient toujours aussi, je veux dire, pareil à peu près qu'à la colonie. Hein, dans le stage de monitrice que j'ai fait, c'était à peu près la même chose. Donc le seul recours, c'était de me tenir à distance et d'être, ce que je dis, être intouchable. C'était être intouchable et en même temps être... je ne prononçais pas une espèce de perception physique aussi. Donc, je me suis décoloré les cheveux, etc. J'ai changé terriblement physiquement. Voilà. Alors, je ne peux absolument pas dater comment tout cela s'est produit, parce que évidemment, il n'y a pas un moment où on se réveille en disant je veux écrire. Bon. Je n'ai plus du tout mon journal intime de l'Angleterre. Je n'ai que des lettres, mais dans les lettres, je ne parle jamais de ce désir d'écrire que je pense
que je pense une très grande, je pense être une ambition, mais dont je ne peux pas parler donc à celle que j'appelle R, qui est avec moi en Angleterre, parce que j'ai l'impression qu'elle se moquerait de moi, que bon, il y a ce secret-là. Donc je ne sais pas à quel moment, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai commencé d'écrire en Angleterre, dans un jardin, où je suis retournée d'ailleurs bien des années après, comme une sorte de pèlerinage sur le lieu du début. Voilà, où j'ai commencé d'écrire, le texte dont je me souviens des premières lignes, puisque je les ai reprises, parce que j'ai été au bout de ce livre, en fait, 2 années plus tard. Voilà. Finalement, avec ce livre, vous faites donc revivre la fille de 58 et vous l'avez en quelque sorte intégrée ou réintégrée à votre mémoire, à votre chemin de vie. Vous lui avez redonné une place et un rôle dans ce récit. Comment est-ce qu'on vit alors l'écriture d'un tel texte? Est-ce que, surtout lorsque l'on finit de l'écrire, c'est une forme de délivrance? Non, c'est pas la délivrance, mais c'est l'accomplissement de quelque chose. C'est un accomplissement. Il n'y a pas de délivrance, il y a simplement, j'ai le sentiment que... Mais voilà, j'ai ressuscité cette fille. Elle avait besoin de ressusciter. Et pas seulement ressusciter elle, mais ressusciter les autres. Ressusciter tous ceux de la colonie, tous ceux qui sont dispersés dans je ne sais où, que je ne rencontrerai jamais, et jamais plus, sans doute. Et puis ressusciter quelque chose de cette année-là, aussi bien la chanson de Dalida, voilà, tout cela, de ressusciter le Only You, le Bradley Platters, de ressusciter quelque chose de ça, et de ressusciter cette fille, mais avec les autres aussi. Au fond, c'est un peu le même désir en écrivant les années, mais sous notre... Ça n'a rien à voir, parce que j'ai éliminé tout ce que j'avais un petit peu rassemblé au début de l'écriture de Mémoire de fille, c'est-à-dire tous mes souvenirs de 58, mais en réalité, je ne laisserai que Pelé, champion du monde, voilà, et que l'année du retour du général de Gaulle. Alors ça, par contre, c'est inoubliable, bien entendu. D'abord, c'est inoubliable parce que c'est devenu vraiment c'est de l'histoire avec un grand H. Donc, bien sûr, c'est ça. Mais non, c'est tout de même, on ne peut pas ressusciter une fille en se plaçant dans son seul... C'est le monde autour en même temps, oui, que j'avais envie de... Voilà. Et en effet, les autres ont aussi une immense place dans oui, les autres place. Et le groupe. Et parce qu'on se... c'est tout de même, ça c'est quand même quelque chose donc, sur lequel je ne transige jamais parce que je le pense, c'est que ce sont que les autres nous traversent d'une façon ou d'une autre et que nous ne sommes pas des consciences isolées. Et que l'influence des autres, voilà, c'est toujours une influence réciproque, mais c'est très important. Je pensais à une phrase que vous aviez mise en exergue dans les années de José Ortega y Gasset qui disait, enfin je ne me rappelle plus, notre histoire ne nous appartient pas, voilà. Oui. Elle n'est pas à nous. Elle n'est pas à nous. Nous n'avons qu'une histoire, je crois. Et nous n'avons qu'une histoire et elle n'est pas à nous. Et je trouve que c'est votre démarche, je crois, c'est lié à ça. Et il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappée, puis que à vous écouter, là encore, avec tant de plaisir, et plus de plaisir encore à vous lire. J'espère. Je crois que c'était dans l'événement, à un moment vous disiez que le fait d'avoir vécu un événement, quel qu'il soit, conférait un droit imprescriptible à l'écriture. Oui. Et je crois que cette ligne, vous l'avez toujours eue. Je crois que c'est la force de votre écriture, et peut-être là, dans cette liberté qui vous appartient en propre. Oui, mais que je souhaiterais à tout le monde, voilà, en fait. Oui, c'est ça. Parce que, justement, c'est ça. C'est puisque la vie, c'est voilà, c'est ce que l'on a, mais on ne l'a pas, on ne sait pas au fond de dire ce qu'est la vie. On est venu au monde et on va en partir. Et c'est ça, au fond, voilà, ce qui se passe entre deux. Et alors là, je me dis, mais moi je voudrais tout écrire en fait, de ce qui s'est passé, ce qui se passe entre deux, de saisir la vie tout le temps.
et le saisir parce que justement c'est insaisissable. Ça fuit tout le temps, ça fuit partout. Et l'écriture, c'est ça, voilà. C'est de retenir un peu ça. Ah oui, alors il faut expliquer que Passion simple, donc je vois ce que vous voulez dire. C'est le récit donc d'une passion réelle. Voilà, c'est pas un roman et c'est la transcription d'une passion pour un diplomate russe. Et vous faites une relation avec la fille de 58. Et en effet, à l'intérieur du journal que je vais publier ensuite, Se perdre, ce journal qui a été écrit pendant la Passion, mais qui n'est pas du tout dans la même écriture que Passion simple, qui est écrit après. Donc, dans Se perdre, j'évoque à certains moments la fille de 58. Vous l'avez peut-être pas vu. Non, je n'ai pas. Oui. Et je dis que c'est la même. Que la femme de 48 ans et la fille de 58, c'est la même. Et effectivement, alors là maintenant, donc je peux en dire que je crois que dans cette passion pour le russe, j'ai j'ai ressuscité la fille de 58, mais sans honte du tout, là, effectivement, sans honte du tout. Et que j'ai écrit en plus. Je l'ai écrit, non seulement je l'ai vécu, mais je l'ai écrit. Et je l'ai écrit sans honte aussi. Passion simple, ça a fait d'ailleurs un choc. Voilà, ce livre a été, a suscité beaucoup, fait couler beaucoup d'encre. Mais donc, c'est effectivement, mais il me restait à écrire la fille de 58, la vraie. Voilà, pas seulement de la vie, mais de l'écrire. Et donc, voilà, c'est ce rapport. Vous avez effectivement dit qu'une des premières pensées que vous avez eues au moment où vous alliez écrire ce livre, c'était « elle n'était jamais sortie de son trou ». Alors bien sûr, on peut l'entendre sortie de son trou, sortir d'une petite ville, les éléments, mais effectivement, vous aviez parlé juste avant, vous avez dit effectivement que ce livre qui n'était pas écrit, en quelque sorte, cette histoire faisait trou. Et faisait trou, effectivement. Alors, la question que je me posais, ce trou, semble-t-il, était très fécond. Comment, effectivement, vous situez sa place et sa force, éventuellement, par rapport à votre œuvre d'écriture? C'est très difficile, justement, j'ai pas d'explication pour faire un lien direct entre cet événement et puis et le fait d'écrire. Je ne peux que constater. Je ne fais que constater qu'il y a un cheminement depuis cette nuit-là jusque ce jardin d'Angleterre où j'écris. Je ne peux pas situer. On n'a pas une hyper-conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Je n'ai pas, et je ne cherche pas non plus d'explication. Je sais seulement que j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait évidemment un lien entre ce qui s'était passé cette nuit, mais pas seulement la nuit, parce que la nuit toute seule, au fond, ça serait pas suffisant. Mais comment, voilà, au cours de 2 années, j'arrive à l'écriture. Je n'ai pas. Si vous avez une explication, je la prends. Surtout pas. Surtout pas. Bonsoir. Bonsoir. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Et je suis frappé par ce qui m'apparaît comme une contradiction, qui est qu'en fait, vous répondez au comportement de H en 58, et aujourd'hui, vous le dénoncez quelque part. Quand vous couchez avec lui la première nuit, vous dites que vous êtes comme... comment dire, vous laissez faire les choses comme si une domination masculine devait justement l'emporter obligatoirement. Et ensuite, pourtant, il y a une deuxième nuit, et si la deuxième nuit a lieu, c'est parce que la première a eu lieu. Et moi, j'ai l'impression que si vous êtes amoureuse de lui,
et si vous couchez avec lui, c'est parce qu'il est comme ça. Et finalement, moi ce que je veux vous poser comme question, c'est comment est-ce que vous faites pour dénoncer un comportement, enfin dénoncer moralement un comportement auquel vous répondez, vous avez répondu sexuellement et amoureusement. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est que je décris un comportement et qui puisse apparaître vous apparaître aberrant. Je prends le risque. Je prends le risque parce que c'est comme ça, parce que ça s'est passé comme ça, et que, alors simplement que puis-je dire d'autre, mais ce serait une sorte de confidence peut-être excessive, c'est que ce type d'homme, ce premier-là, jamais je n'ai voulu le retrouver. Jamais dans aucune de mes relations retrouver ce type d'homme. Voilà. Donc, avec des comportements comme celui-là, des comportements dominants, des comportements machistes, comme on dit maintenant, et que c'était juste l'inverse, en général. Voilà, une sorte même de retournement. On le voit bien dans Passion simple, hein, voilà, donc, ce verbe. Donc, que puis-je dire voilà, parce que c'est pas un livre qui démontre, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pour ça que quand on parle de, je dis vous, mais bon, de manière générale, si on parle de domination, dans le discours que je peux avoir, et non pas autour de mon livre, bien sûr, j'emploie suprématie masculine ou virilité, mais lorsque j'ai écrit, je n'ai pas voulu justement, j'ai dit, je me situe en dehors de toute explication psychologique et sociologique, et on pourrait dire également moralisante, hein. C'est aussi, hein, ça n'est pas là. Mais, donc, vous voyez, vous, des contradictions, mais je les assume complètement. Voilà. Je tenais à vous remercier infiniment de votre venue, Annie-Anne. Merci à vous pour ce parcours comme ça du livre. Et merci à vous. Voilà, je suis très touchée. Oui.